throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 88e épisode du podcast. Thomas au micro et toujours en compagnie de Franz et de Guillaume. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour messieurs, ça va très très bien ma foi et bonjour à toutes et à tous. J'espère que tous les fans des Panthers sont aussi joyeux et réjouis que nous après ce beau match de dimanche. Salut Thomas, salut Guillaume, bonjour tout le monde. Bah oui, comment faire pour ne pas être heureux d'être à 6-5 l'air de rien. Je pense qu'on aurait signé en début de saison pour ce standing et surtout avoir autant de victoires que les Bucks. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, on est pour débriefer une victoire. C'était le deuxième match consécutif intra-division. La semaine dernière, ça ne nous avait pas été spécialement favorable avec un match qui avait été un peu purge pour nous contre les Saints. Et ben cette fois-ci, contre les Falcons, c'est une victoire. On les a gagnés donc 2 fois. Ma phrase n'est pas française. On aura gagné donc 2 fois face à eux cette saison, ce qui est déjà très très bien. On est très content quand ça se passe comme ça. Un match Très qui s'est passé. Ouais, très très bonne nouvelle, exactement. D'autant plus avec ce déroulé et avec certains joueurs dont on aura l'occasion de reparler un peu après. Un mystère, bien sûr, comme vous vous en doutez. Un match qui a bien débuté avec des très belles connexions en début de match et un touchdown de T-Mac sur le premier drive. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime. Sur la suite, ça s'est un tout petit peu corsé avec Atlanta qui a égalisé par l'intermédiaire de Bijan Robinson. Puis sur leur drive suivant, encore une fois à la course avec Bijan Robinson. Donc là, on a un score qui est de 14-7 pour les Falcons. Sur leur drive suivant, ils réussissent encore une fois à aller scorer via Tyler Allgeier. Donc là, c'est un score de 7-21. Juste avant la mi-temps, on va aller chercher le field goal pour remonter à 10-21. En début de seconde période, on a une pépite de passe de Bryce Young pour Liggett. Voilà, comment se lancer parfaitement dans ce début de troisième quart-temps. Eh bien c'est parfait, on a une passe d'une 40aine de yards, la passe est très bien placée, touchdown, on n'en demande pas plus. Sur le drive suivant des Falcons, field goal. On a ensuite un second touchdown de T-Mac qui se défait très très bien de son vis-à-vis dans la end zone et ensuite c'est converti pour 2 points supplémentaires par Jalen Coker. À 16 secondes de la fin, on a une égalisation des Falcons. Donc voilà, on se retrouve bien sûr en prolongation et là on a Tommy Tremble qui nous fait une réception absolument fantastique. On part de nos 30 yards, il réceptionne la balle sur nos 35 et il l'emmène jusque sur les 15 yards adverses. Voilà, on fait trois plays suivants qui nous emmènent en 4e et short. Et là, on tente le field goal. C'est la victoire. Messieurs, nous sommes, comme tu le disais, Franz, à 6 victoires, 5 défaites. Moi, j'ai envie de lancer un peu via la question de Mik Kamzakov qui nous demande comment faire pour se poser de nouvelles questions sur cette équipe après 11 matchs où on a tout vécu. Alors se poser des nouvelles questions, je sais pas. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'elle nous surprend de semaine en semaine, cette équipe, puisqu'elle est à chaque fois là où on l'attend pas, à vrai dire. On s'attendait quand on s'attend à une défaite, par exemple à Green Bay, ils réussissent à aller chercher la victoire. Et puis quand on s'attend à ce que ça confirme et que ça déroule à moitié face aux Saints, ils se prennent les pieds dans le tapis et ils perdent à la maison. Et là, on retrouve une équipe qui, en première mi-temps, c'était quand même très compliqué. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au vestiaire, mais en deuxième mi-temps, on a retrouvé une équipe vraiment explosive des deux côtés du terrain. Et ça devient compliqué, pas forcément à se poser des questions, mais à trouver des réponses pour cette équipe, parce que ça nous surprend de semaine en semaine. Oui, il y a des questions, mais franchement, moi je préfère me poser des questions que d'être dans la fatalité, j'ai envie de dire. Donc, si on avait été à 2-9, on serait là en train d'avoir une ambiance morose et de se dire, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Et là, on se pose des questions sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Et moi, ça me plaît bien. C'est déjà pas si mal. Et pour en rajouter une couche sur ce que dit Guillaume très justement, non seulement
On est surpris à chaque fois par les performances globales de l'équipe inattendues, mais même sur le secteur de jeu qui fonctionne, qui est inattendu. Quand on croit qu'on roule sur tout le monde à la course et que c'est notre grande force, Bryce se réveille. Avant, c'est justement la course qui nous fait survivre. Donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Bon, ça serait quand même pas mal d'essayer de gagner sans avoir un game-winning drive et essayer d'avoir un tout petit peu plus de plafond sécurité. Mais se poser des questions, je trouve que c'est déjà pas si mal. Je rappelle quand même qu'on a déjà dépassé le bilan de victoire de l'année dernière. C'est pour moi, je trouve déjà très positif. Et surtout, on se dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Exactement, ouais. C'est le et pourquoi pas, c'est peut-être la question qui résume le mieux en fait cette série et cette première partie, grosse première partie de saison. Messieurs, moi je vous proposais qu'on bascule un peu sur les différentes squads de ce match et voir un peu ce qui a marché et puis les petits points à revenir. J'ai envie d'attaquer quand même par les équipes spéciales. On a Ryan Fitzgerald qui a été encore très costaud, hein, qui va nous chercher le field goal de la fin sans trembler des genoux. Globalement, toujours une bonne satisfaction sur cette saison, j'imagine aussi. Bah oui, c'est son 3e maintenant, si je dis pas de bêtises, cette saison, field goal de la gagne en fin de match. Donc c'est quand même hyper positif pour lui, hein. Rappelons qu'il a été non drafté à la base, donc il a gagné en plus son duel en pré-saison pour être kicker de l'équipe. Et là, il répond aux attentes. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et il a réussi tous les coups de pied importants qui lui ont été demandés. Qui dit game winning drive dit quand même scorer des points. Et souvent, il faut quand même les scorer au pied parce qu'on ne prend pas de risque d'aller au touchdown s'il n'y a pas besoin d'aller au touchdown, tu vois. Et force est de constater qu'il répond présent. Donc c'est... Moi, il me surprend de sérénité. C'est son body language, moi, qui me tue. On dirait un peu un petit peu un gamin sorti de classe de 6e, tout propre, tout sage, sur son banc, à rien dire. Et là, tout d'un coup, tu as 40 bonhommes qui font 150 kilos, qui lui sautent dessus de bonheur, de joie. Et tu te dis, il a rien à faire là. Et au final, qu'est-ce qu'il est serein devant les poteaux, derrière sa ligne de protection. Donc, non, chapeau. On avait quand même noté dans un Poundcast, parce qu'il faut quand même parfois se frotter les épaules de ce qu'on scout. Et grâce un peu à ce qu'on avait lu et ce que les gens nous disaient, c'était a priori le meilleur kicker en termes de précision qui sortait de la draft. Bon, évidemment, drafter un kicker, c'est quand même, ça reste... il faut s'appeler les 49ers pour le faire, ou les Oakland Raiders, si on a envie de parler d'une époque révolue. Ouais. Les Jets, je me souviens. Et puis les Jets. Bon, bref. Là, nous, on s'est jeté sur l'occasion en undrafted free agency, et bravo à nous, on avait l'œil. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, exactement. Je propose qu'on bascule vite fait sur la défense, hein, quand même. Voilà, moi j'avoue que c'est pas là où j'ai relevé le plus de choses, hein. Franz, peut-être si tu veux te lancer pour parler de cette défense, tu le feras mieux que nous, j'imagine. Ouais, je sais pas, parce que je vais être très très franc avec vous, on a tous eu une semaine un petit peu compliquée au niveau du travail, donc j'ai peut-être pas fait mes devoirs aussi bien que d'habitude. J'avoue que j'ai plutôt analysé quand même Bryce, pas vous mentir. Mais il y a quand même un truc flagrant dans le peu que j'ai vu, c'est qu'on a du mal à démarrer des choses. Ouais. Que ce soit à démarrer nos saisons, démarrer nos matchs, et c'est jamais la même personne qui démarre mal. On avait quand même rectifié la défense contre la course, c'est quand même le point fort de la première moitié de saison, et là on s'est fait rouler dessus. Mais rouler dessus, il n'y avait pas de... C'était facile le play calling côté Atlanta. Ah ouais, Bijan Robinson se faisait plaisir.
Ah ouais, et puis même Tyler Algier, je veux dire, il était tranquille. Moi, je l'avais starté en fantasy parce que je disais, il va avoir des plays, et puis il est dans une bonne dynamique, bingo bango. En goal line, il est très fort, et on n'a pas su répondre du tout. Et j'ai presque envie de dire, c'est un peu toute la defensive line qui est à mettre, qui est à défaut cette fois-ci. Et il a le droit de faire un mauvais match, Derrick Brown. Voilà, il a le droit. Il a le droit parce que pour le coup, les courses ont été très régulièrement gap A, gap B, assez simple côté Falcons. Et puis Penix, du coup, s'il fallait changer de play, il l'a envoyé en check down ou en screen, c'était facile aussi. On n'a pas su, on s'est pas réveillé, quoi. On s'est pas réveillé. Non. Heureusement que l'attaque était là pour nous maintenir à flot, mais défensivement, on s'est pas réveillé. En revanche, je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, mais on a une faculté. Il n'y a qu'un match où on prend plus de 10 points en seconde mi-temps depuis le début de la saison. C'était contre les Bills. Et sinon, on a pris entre 0 et 10 points sur tous les matchs. Alors, il y a de l'ajustement, donc ça c'est super. Il y a aussi, je pense, là, on va pas se mentir, une offense en face qui s'est délitée. Ouais, Ah ouais, déjà parce Penix qui se blesse. Ouais, alors Penix se blesse, effectivement, ça aide pas. Mais avant ça, par exemple, tu vois, alors en première mi-temps, Drake London, pareil, il s'est promené. On parlait de Bijan Robinson, mais Drake London, je sais plus, il fait 115 ou 120 yards en première mi-temps à la réception. Et puis c'est Cette pareil, réception. c'est des réceptions avec des gros gains à chaque fois. Donc autant la défense contre la course n'était pas trop là, mais la protection dans le backfield n'était pas forcément beaucoup mieux. Par contre, ouais, en deuxième mi-temps, changement total. Et même avant la blessure de Penix, j'ai envie de dire, pour donner les chiffres, Bijan Robinson, il termine à 104 yards au sol. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'à la mi-temps, il était à 98. Donc il a fait 6 yards au sol en deuxième mi-temps. Alors, est-ce que c'est le play calling d'Atlanta qui a complètement parti en sucette? Peut-être. En tout cas, il est pu avancer. Il a pu avancer et la défense s'est vraiment réveillée. Si je dois donner quelques noms, parce que c'est pareil, je vais pas faire une analyse hyper approfondie du truc, mais j'ai trouvé Tchirelus très bon pour ce qu'on lui a demandé, franchement, de remplacer Train Wallace. J'ai trouvé qu'il a bien répondu présent. Corey Thornton aussi, qu'on a vu. Alors il y a eu du bon et du moins bon. Parce qu'il y a eu quelques flags, mais c'est aussi lui qui force le fumble, si je dis pas de bêtises, en deuxième mi-temps. Donc là, et puis il échappe un gros flag en fin de quatrième quart-temps. Là, les arbitres lui donnent pas un flag. Bon, ils en avaient donné un sur Jesse Horn juste avant qui était très limite. Donc on va dire que ça va compenser. Mais ouais, lui aussi a été très bon. Et puis Scourton qui continue sur sa lancée des derniers matchs. Moi, c'est les trois noms que j'ai remarqués sur la défense. Ouais, alors c'est tout un symbole parce que on n'arrive pas à mettre la pression sur le quarterback, donc c'est toujours un peu compliqué à nouveau. Dans ce match, on a 0 sac quand même, et on a une pression très limitée, un peu meilleure quand il y avait Kirk Cousins. Je pense que la fatigue plus Kirk Cousins font cet effet. Et du coup, c'est ce qui fait que tu vois un peu Tchirelus, parce que c'est Roseboom qui a à nouveau qui a repris la pastille verte en remplacement de Trevin Wallace. Et puis, quand Roseboom a été mis un peu sur la sideline, c'est Tchirelus qui pouvait en appeler. C'est fort de la part de Tchirelus de pouvoir répondre comme ça. Je trouve qu'il a été, oui, tout un symbole, tu as raison Guillaume, de ce revirement de situation deuxième mi-temps d'un point de vue de notre défense. Et puis Corey Thornton, c'est statement game pour lui. On en a besoin parce que on a, je pense, encore beaucoup de questions ouvertes en ce qui concerne notre milieu de terrain en termes de couverture, que ce soit en safety, autre que Morig, on va dire, que ce soit en free safety ou que ce soit en slot cornerback. On a parfois des largesses qui sont un peu flippantes.
Et je trouve que bizarrement là, j'étais serein. Alors je pense que la précision d'en face m'apportait cette sérénité aussi là, mais on a raison d'appuyer sur un vrai bon match de Corey Thornton. Moi, il y en a un il y en a un que j'aimerais aussi signaler, c'est Princely. Il a pas pesé défensivement, mais c'est lui qui récupère le ballon, l'air de rien. Et donc, il fait une bonne action dans le match, mais il va falloir qu'il se montre un petit peu plus. Je voudrais quand même qu'on... Je sais pas si on le met vraiment à l'aise, encore une fois. Je vois vraiment la progression de Nick Scotton, ça c'est certain. Il est plus créatif, il est plus puissant, il va plus vite. Bref, il progresse. D'ailleurs, il est starter, si je dis pas de bêtises. Nick Scotton, il est starter et il joue 48 snaps sur 66, donc on lui fait confiance, c'est une très bonne chose. Princely se doit de regarder ça et de se dire je veux être de l'autre côté. Alors, je termine là-dessus parce que je fais un gros tunnel, mais c'est pas forcément évident de mettre les deux en même temps, hein. Princely est un pur pass rusher, il a une run def assez limitée, donc si jamais vous mettez les deux en même temps, il faut être certain de bien couvrir au milieu de la ligne, donc soit de mettre du lourd au milieu et de potentiellement avoir par exemple un Meurig qui vient se rapprocher des linebackers pour venir aider, parce que sinon c'est un peu limité. Donc c'est difficile de voir les deux en même temps, c'est sûr. Mais en tout cas, voir des situations par exemple en 3e et 6, tu vois, ou 3e et moyenne longue, où moi je veux voir le numéro 3, donc Princely, crever l'écran. Et malheureusement, je le vois pas assez crever l'écran. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai. Et comme je suis pas un grand fan de DJ Wonnum, tu vois, j'aurais bien aimé voir un Princely un peu plus vaillant. La défense étant faite, je vous propose qu'on bascule tout de suite sur le cœur quand même de ce podcast. La semaine dernière, c'était faites entrer l'accusé avec un Bryce Young qui avait beaucoup de choses à se défendre vis-à-vis de son dernier match. Et bien cette fois-ci, on laisse la parole à la défense pour exprimer sa nouvelle défense vis-à-vis de ce match qui a été à l'opposé quasi complet de ce qu'on a pu voir la semaine précédente. Vas-y Guillaume, vas-y, je t'en prie si tu veux. Il me fatigue. Il me fatigue tout simplement. Hein. Putain, Faut pas être cardiaque, hein. Ah non, mais je sais pas. Là, en plus, pour le coup, si vous reprenez la fin de l'émission de la semaine dernière, on se disait. En plus, tu rappelais que c'était la première défense contre la passe et que c'était la dernière défense contre la course, ou avant-dernière, je sais plus. Et on s'est dit, mais le pire, c'est qu'après avoir passé 30 minutes à lui tailler une veste, il est capable de nous sortir 300 yards et 3 touchdowns la semaine prochaine. Et on le dit, hein. On le dit, ah mais tu vas voir, il va le faire, ouais. hein, ce con. Et on s'est planté dans les grandes largeurs parce qu'il a sorti 450 yards et 3 touchdowns. Alors 448 exactement, mais comment tu veux analyser un truc comme ça quand tu vois que ça fait depuis le début de la saison son seul match à plus de 300 yards, c'était, voire même, j'ai même envie de dire, à plus de 200 yards, c'était Arizona où il en fait 320. Pour un comeback. Pour un comeback en fin de match, parce qu'il y avait déjà 24 points de retard, il fait le comeback et il n'est pas loin d'aller chercher la win. Et là, il en fait 450. Je vais être honnête, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de le refaire dans la saison, voire la saison prochaine, j'en sais rien. Parce que jusque-là, c'est un match. Alors, c'est un match exceptionnel, d'accord, mais c'est un match sur 40. Donc, personnellement, j'ai plutôt tendance à être dans la team, on va dire, vers à moitié vide, si on peut la dire comme ça. Mais sur ce match-là, ben voilà, il a été très bon. Faut quand même préciser, si je rajoute un point entre guillemets négatif, ou pour un petit bémol en tout cas, je crois que sur les 450 yards qu'il fait, il y en a 250 qui sont après catch. Donc c'est quand même des passes plutôt courtes, moyennes, qui sont prolongées sur des gros gains. Mais il y a des actions
notamment la passe de touchdown vers Liggett, qui est juste parfaite. C'est la même que face aux Saints, mais juste 5 cm plus courte. Ah voilà, j'avais prévu ma phrase, t'inquiète pas. Et- Il y en a un, et là cette fois-ci il a mis Et les bras voilà. à l'autre con. Et là, il met les bras et il y a touchdown. Voilà. Mais c'est, cette passe est juste parfaite. Il y a rien à redire. Et la passe sur Coker juste avant est magnifique aussi. Voilà, des super plays, il y en a plein sur le match. Mais qu'est-ce que tu peux tirer comme généralité de ça? Je suis très embêté. Je sais pas. Eh ben, moi ce qui me bute un peu en revoyant un peu les tapes, c'est qu'en plus les manqués. Il en manque. Non, justement. Alors, Ah, moi j'en vois un en tout cas qui manque. Il manque Coker. Ouais. Alors que tu sais, donc ce play là, pour ceux qui se demandent, c'est trois écartés sur la gauche, et il y en a un qui va faire un inside post, l'autre il va faire un post, et puis il y a Coker qui va dans le flat sur la gauche, donc vers la touche. Et en fait, c'est une erreur des corners et du safety, donc il y en a 3 contre 3. Et le corner, qui est censé protéger l'extérieur, et du coup qui doit s'arrêter et venir sur Coker, continue à suivre Liggett, qui lui courait le poste. Et c'était, je crois, Macmillan qui courait l'inside post. Et donc le play, il est pour Liggett. Et il se trouve que le corner, il suit Liggett, alors qu'il ne doit pas suivre Liggett, en fait. Il doit s'arrêter et prendre Coker. Du coup, Coker, il se retrouve tout seul. Mais donc Bryce, il est dans son mouvement, et je crois qu'il est complètement surpris même de voir Coker dispo. Et le truc, c'est qu'il envoie le ballon, et en fait, s'il n'y a pas ce corner qui fait l'erreur d'assignation de partir sur Liggett, et ben ce corner-là, c'est lui qui fait le tip et qui vient empêcher le touchdown. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est qu'en revoyant la tape que tu peux voir Ouais. ça. Mais sinon, on est d'accord qu'il doit prendre plus son temps. Mais il y a une question de timing, parce que s'il l'envoie plus tard, Ah ben, les gars, Ça ne marche pas la plus. prendre. Ouais. voilà. Donc, Ok. en fait, ce qui me tue, c'est que il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup de coups, et il rate. Et je trouve que la ligne, c'était un des pires matchs de la ligne offensive de l'année. Un des pires. Que ce soit en Ouais, run il block. prend 5 sacs là sur le match. Voilà, et il en évite plein, hein, parce que et je l'ai trouvé d'un calme incroyable. Il prend des décisions, même moi je trouve les décisions où il lâche le ballon excellentes. Et il évite la pression, il est meilleur dans la. C'est fou, hein, comme quoi un quarterback, il suffit parfois de juste avoir la caméra sur son footwork pour se demander s'il est bien. Et là, il est présent dans la poche. Il attaque ses passes, tu sais, il fait pas ses passes un peu sur le pied arrière là. Il y va, il envoie, et bizarrement très en confiance. Comment ce mec fait, pardon pour le micro, comment ce mec fait pour être en confiance après la prestation de la semaine dernière? Comment ce mec fait pour être en confiance après avoir écouté le poundcast qu'on a pu faire et nous entendre lui gueuler dessus? Comment il fait? Et peut-être qu'il aime ça, hein. C'est ça en fait le truc. Il a besoin qu'on lui dise que c'est une merde. Alors Bryce, tu es nul, ok? Et toutes les semaines, je dirais que tu es nul juste pour que tu fasses ça. Non, la ligne offensive n'a pas été très bonne, et donc c'est là où je trouve qu'il a été fort. Et puis on avait ce côté, encore une fois, je l'appelle le Napoléon quand il est bon, c'est ce côté un peu aux commandes. Il était aux commandes. Il parlait énormément, il a fait énormément d'audibles. Ses lectures étaient bonnes. On le voyait faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. À chaque fois, c'était génial. Et quand il est là, en fait, il nous ramène, encore une fois, il nous ramène, tu sais, vers lui en disant, mais attendez les gars, moi j'ai le niveau. Tu parlais de la passe pour Liggett, mais bien sûr qu'elle est fabuleuse cette passe pour Liggett, mais il l'avait faite contre les Saints, encore une fois. Et donc, ça en vient à mon deuxième point, et navré encore de ce tunnel, mais parce que c'est important. C'est donc, non seulement il a été bon, même quand il fallait libérer le ballon, alors que la ligne offensive n'était pas bonne, mais les receveurs étaient meilleurs. Les courses ont été magnifiques. Alors, T-Mac fait un match extraordinaire, mais Xavier Liggett était sur un nuage, Jalen Coker était très bon, et puis le play calling.
Alors, je pense que. Est-ce que je suis navré, là, je relis le conducteur. Est-ce que je suis là en train de parler de coaching avant? Non, ça va, ouf. Le play calling, il faut le dire. J'ai adoré le fait qu'on change un peu les assignations au niveau des receveurs. On a vu du T-Mac dans le slot. On a vu du Excel Motion. On a vu Jimmy Horn Motion. On a même vu du 21 personnel. Incroyable. Sauf que c'était pas forcément avec de running back. Mais on a eu des plays avec un tight end et un running back dans le backfield. Et enfin, on a vu des trucs. C'était hyper intéressant à ce niveau-là. Et j'ai trouvé Bryce, du coup, en contrôle. Et je sais pas, tu sais, c'est un petit peu comme si tu disais, bah, tu vois, tu le brides pas. Tu le laisses être le boss. Et il peut être le boss. Alors, du coup, est-ce qu'on l'a pas laissé être le boss avant? Est-ce que c'est parce que la course a été bloquée que, du coup, ça l'a libéré parce qu'on lui a dit, OK, maintenant, c'est toi qui dois prendre les choses en main? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre? C'est du coup les questions que j'ai pour vous, messieurs. Bah, je sais pas, parce que tu vois, la semaine dernière, la course était bloquée aussi. Et il n'a pas eu cette présence de vraiment de prendre le jeu à son compte. Alors après, voilà, est-ce qu'on l'avait bridé? Est-ce que c'est Canales qui n'osait pas y aller? Est-ce que c'est lui qui n'osait pas? On a vu du jeu en profondeur aussi, tout simplement. Parce On se que passe de plus de 10 yards. c'est ça qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. On a enfin vu du jeu en profondeur, ce qui est une partie de l'explication de son augmentation de niveau de la saison dernière, de la deuxième partie de saison, où il jouait beaucoup plus en profondeur. Et voilà, là on l'a retrouvé. Le play calling de Canales, effectivement, je te rejoins, c'est un des meilleurs qu'on a vu cette saison. J'ai adoré le déplacement de Macmillan. Et d'ailleurs, pour compléter ton propos sur l'utilisation dans le slot, Macmillan, il fait 8 réceptions, 130 yards, 2 touchdowns. Dans le slot, et entre les numbers, il fait 4 réceptions, 65 yards, 1 touchdown. Sur les extérieurs, il fait 4 réceptions, 65 yards, 1 touchdown. Parfait équilibre entre les deux. Et le receveur parfait. Voilà, il était vraiment partout. Il a été bougé partout sur le terrain. Il a été efficace partout. Vraiment, et tu sais pourquoi il fallait faire ça? Parce que, et c'est ça que j'ai aimé, et c'est là où je me demande justement si c'est Brady Zeke, le coordinateur offensif, ou lui qui voyait ça parfaitement. Mais en fait, il s'est adapté à AJ Terrell. Et tu vois, il a vu, et d'ailleurs, les commentateurs, ils ont été bons, parce qu'à un moment donné, on en parle dans le Discord, on dit, les commentateurs qui viennent voir, qui disaient juste avant l'action, hey, AJ Terrell, il suit pas T-Mac, il suit pas T-Mac. T-Mac se retrouvait dans le slot, libéré, tranquille, il mettait un linebacker sur lui. Non mais mettre un linebacker sur lui, sur le touchdown où on passe devant, où on égalise, je sais plus. Il met un linebacker sur T-Mac, mais il s'est fait bouffer. Et donc je sais pas si justement c'est ce coaching qui a parfaitement lu les défenses, ou si ou si c'est comment dire, une volonté de vraiment faire bouger tout le monde un peu partout. Tu vois, on a vu du 5 receveurs écartés plus d'une fois. Ouais. Et il y a même des appels de jeu qui n'ont pas été concluants et où pourtant je trouvais l'idée très bonne. Ouais. Je pense notamment à la 4e tentative après le fumble en deuxième mi-temps, où Bryce Young se fait magnifiquement plaquer par le linebacker des Falcons, qui le retourne juste pour l'empêcher d'atteindre le first down. Moi j'ai trouvé l'action nickel là-dessus, parce qu'en plus tous les receveurs étaient couverts. Donc Bryce Young qui part à la course, c'était la solution. C'est juste que le défenseur a fait une super action. Les jeux sont cool, ouais. Et justement sur l'action où tu parlais de Terrell qui était d'un côté du terrain et Tima qui était de l'autre, je crois que c'est Bryson Tremen sur celle-là qui est en bloc, et c'est sur une 3e et 6 ou 7. Et au final, on se retrouve en 4e et 1 à faire, parce qu'on croyait qu'il avait le first down et en fait il était un tout petit peu court. Mais l'appel de jeu était très bon. Du profiter de Terrell de l'autre côté, et en plus le play call là-dessus. Donc franchement, aussi bien pour Bryce Young que pour le play call offensif sur ce match-là, j'ai pas grand-chose à reprocher. Mais d'ailleurs, le 3 sur 5 en 4e down, où on a vu Bryce Young énormément utilisé en quatrième tentative, comme s'il y avait une espèce de... C'est couillu, quoi, comme s'il y avait une espèce de « t'inquiète pas, ok, bon bah...
on te fait confiance, on y va, t'as l'air in the zone, let's go. Et il se trouve qu'il était vraiment in the zone, donc non, c'est vraiment super et c'est fou comme l'alchimie dans une offense, ça joue tout et le momentum et tout. C'est que tu vois là cette espèce de balai des receveurs. On a vu, j'ai en tête des magnifiques play design où tu as un double cross parfaitement. Donc ça veut dire deux receveurs de deux extrémités qui viennent couper le terrain et pile poil au milieu. Et ils viennent se croiser parfaitement souvent et on voit des receveurs qui se tapent dedans en courant parce que les défenseurs jouent avec ça et c'est bien normal. Et parfaitement exécuté. Il y a même un coup, je me souviens, qui est magnifique, où il y a il y a deux possibilités sur le même play call. Alors c'est difficile évidemment dans un podcast dans un podcast d'expliquer ça, mais en gros tu as Mitchell Evans qui fake le bloc et qui part en ce qu'on appelle en leak, donc ça veut dire qu'il vient couler de la ligne offensive pour partir en profondeur, et tu avais un screen en même temps appelé avec un Rico Dowdle sur la gauche et qui avait 3 blocs. Donc tu vois sur le tape, c'est génial, tu vois Bryce Young qui fait pump fake d'un screen pour lancer sur Mitchell Evans qui est en leak. Enfin, c'est dingue quand on voit cette liberté d'action, et ça, il n'y a que quarterback qui est en confiance pour faire ça. Et je trouve ça complètement dingue qu'on parle de Bryce Young là, tu vois. Ouais, et surtout que c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis le début de la saison. Et je rajoute 2 petites choses avant de te laisser la parole, Thomas. Mais faut rappeler qu'il fait tout ça sur une jambe, plus ou moins, parce qu'il se blesse à la cheville sur le 2e drive, 3e drive, quelque chose comme ça. Et c'est le moment où tu as l'impression qu'après, tout le monde lui marche sur la cheville, quoi. C'est genre, parce qu'il a même carrément Zavala qui lui met le pied sur une 4e, sur un drive justement pour la gagne dans le dernier quart-temps. Et il tombe là-dessus, on perd la 4e sur cette action-là, mais enfin, tu te dis, c'est pas possible, le mec il a la cheville strappée, alors ok, il a les médocs et tout, mais je pense que le lendemain il a dû douiller un peu quand même. Ouais, je pense un peu. Mais déjà en conférence de presse, on le voyait bien. Ouais, ça boitait bas. Et pour le coup, il nous fait encore un game-winning drive en prolongation. Il en fait un autre. Alors, il en fait pas un autre du coup, parce que c'est pas un game-winning drive, puisqu'il peut par définition n'en avoir qu'un, mais il nous refait passer devant aussi en fin de 4e pour prendre le lead et les Falcons qui égalisent derrière. Et je suis persuadé au fond de moi, même si on ne saura jamais, que si Zavala lui marche pas sur le pied sur ce drive-là, il nous emmène au bout aussi. Et parce que voilà, il a réussi malgré tout ça, il était dans un jour en feu, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Vraiment un match en feu. On le mentionnait la semaine dernière. Il est très clairement sur courant alternatif par moment. Et là, sur ce match-là, ça a été vraiment le point haut, le point culminant. Et ça a été assez impressionnant à voir. D'autant plus, Franz, voilà, tu l'as mentionné. Avec beaucoup de cibles qui ont très bien fonctionné. On peut citer T-Mac, on peut citer XL, on peut citer Tremble qui nous fait une réception dans le match, et c'est une réception ouais, c'est un bon point ça. C'est un bon point qu'il faut passer très clairement, et elle nous met dans une position où très clairement on se retrouve tout de suite en field goal range largement. On maîtrise le truc, et non, franchement, après on peut mentionner aussi d'autres joueurs si vous voulez, mais globalement sur l'attaque, j'ai envie de dire, vis-à-vis de Bryce, il a été vraiment métronome sur ce match-là, et ça a été la pierre angulaire qui a bien tourné en l'absence d'un jeu de course plus performant, quoi. Ouais, il y a un truc qu'il faut rajouter. Alors oui, c'est normal qu'on passe un peu plus de temps sur Bryce Young, mais parce qu'on joue... Il joue sa carrière là. Ouais. Il joue sa carrière. Enfin, c'est pas il joue une prolongation de contrat, une augmentation. Non, il joue sa carrière en NFL. Et en fait, on voit souvent des joueurs en rookie, en contrat rookie, qui, quand les choses démarrent pas mal, ou qui est forcé, complètement se travestir. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé là, c'est qu'on avait une clinique de propreté, mais j'ai envie de dire académique presque, pour un type de quarterback gestionnaire comme l'est Bryce Young.
Et moi, c'est ça qui m'a impressionné. C'est que j'ai pas vu un gars qui s'est dit il faut que je continue à flasher, il faut que j'envoie un maximum de go route et envoyer le plus loin possible. Tu vois, tu disais, Guillaume, alors il faut savoir que dans les 448, il y en a 200 et quelques qui sont après le catch. Oui, c'est vrai. Mais pour les avoir, ces yards après catch, il faut le timing. Il faut pas les envoyer trop tôt, faut pas les envoyer trop tard, parce que le défenseur est là, parce que sinon on tombe, parce qu'on a la balle au mauvais endroit, pas sur la bonne épaule, un peu derrière, et donc du coup on fait pas autant de yards. Là, ce qui est dingue, c'est que le timing est parfait, c'est que la balle est placée au bon endroit. Et ça, c'est bizarrement, je pense que si tu montres à quelqu'un qui était endormi pendant 3 ans, et que tu montes ce match-là et tu dis, d'après toi, ce quarterback, c'est quoi? Il va te dire, ça, c'est un quarterback qui est là, qui joue la gagne, qui connaît ses forces, qui est présent, qui a du leadership, le nombre d'audibles qu'on a pu voir et tout, qui sait ce qu'il fait. Eh ben, bordel, montre-lui le match des Saints de la semaine d'avant, il va dire, c'est plus le même joueur. Donc, et je veux pas anticiper sur la preview, on en reparlera. Mais je pense que San Francisco, c'est la meilleure des équipes qui pouvaient arriver après ce match. Et je dirais pourquoi, ce petit teaser. Je suis curieux Guillaume, si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on bascule sur les questions des auditeurs. Non, je pense qu'on a fait le tour. Là, on a bien évalué le cas run game Bryce quand Young. même. Comment? Oui, pardon, le run game, oui, Ouais. c'est vrai que c'était compliqué quand même. Ça fait 3 semaines maintenant que c'est plus compliqué. C'est 2 ça. semaines que Les c'est équipes compliqué s'adaptent un peu aussi, globalement. pour Rico Dowdle. Donc oui, là il est Il est cuit, tu crois? je sais pas, mais il est en tout cas les défenses arrivent à s'adapter dessus. Euh, Peut-être aussi les changements au niveau de l'O-line, parce que c'est vrai que ça continue de tourner à l'intérieur Ouais, sur la truc. Zavala, c'est compliqué quand même. Donc peut-être ça joue aussi. Mais peut-être on va revoir un peu plus Bard aussi. Hein. Ah, mais il y a un monde où Bard, il est performance week-end, hein, Mm. et qu'on équilibre beaucoup plus les courses. Hein. C'est possible. Il y a un monde, ouais. C'est clair. Et puis moi, il y a un truc qui m'a pas plu. Hein. Moi, c'est encore une fois, c'est son passe-bloc. J'ai un problème avec Rico Dowdle quand il est obligé de protéger son quarterback. Il y a beaucoup d'erreurs. Alors que c'est souvent compliqué quand il y a un running back qui rate un bloc. Tu sais pas si c'est parce que l'assignation du garde était pas bonne et qu'il s'est trompé de bloc ou d'orientation du bloc. Et du coup que le running back, bah lui, il était dans la bonne direction, mais il s'est fait avoir par son O-line. Ou si c'est parce que le running back, il fait n'importe quoi. Il y a quelques... Là, il y a un manque aussi d'impact un tout petit peu. Dès que derrière la ligne de scrimmage, que ce soit l'attaque de son gap, que ce soit la sortie de poche ou que ce soit le bloc, je le trouve moins intense. Et ça me dérange un peu. Alors, on a entendu Chuba Hubbard qui disait qu'il admettait qu'il était peut-être revenu un peu trop vite après sa blessure au mollet. Mais c'est ce qu'on disait de Chuba Hubbard aussi quand il est revenu, justement. Ce manque d'intensité, d'explosivité. Donc, il s'agirait de peut-être un petit peu plus faire tourner. Bon, pourquoi pas. Et donc, on pourrait imaginer un Chuba Hubbard un petit peu plus présent la semaine prochaine. Ouais, Enfin, lundi. il a peut-être besoin de souffler un petit peu, effectivement, parce qu'il reste encore 2 semaines avant la bye week. Donc là, ça fait quand même 13 semaines de suite que ça joue et qu'il a maintenant le rôle de titulaire depuis plusieurs semaines. Et c'est marrant parce que quand tu regardes les chiffres, c'est Dowdle qui court à 2 yards et demi par course en moyenne et Chuba Hubbard qui est à 5 yards et demi sur ce match-up. Bon, alors, Voilà. Hubbard, il en fait 4. Donc, Oui. voilà. Mais il y a peut-être effectivement un équilibrage, Ouais. qui va revenir, on va voir. Yes. Je vous propose qu'on bascule sur les questions des auditeurs. Bon, la première question, est-ce que vous re-signez Bryce Young? Vous lui donnez quoi comme contrat? Alors on a eu une très bonne réponse sur le Discord, hein, quand même dans la foulée, c'était on le signe sur un contrat d'une semaine sur 2. Ça, c'est... Ouais, alors après, pour le coup, on n'a pas besoin de le re-signer tout de suite. Hein. Il est encore Non, sous il est encore contrat à- l'année prochaine. ouais. Et il y a encore l'option de Plus 5e l'option. année qui, elle, va falloir la décider à la fin avril. Je pense
qu'on va la prendre, parce que ne serait-ce que pour donner un an de plus, je vois pas pourquoi on la prendrait pas, surtout après une prestation comme ça. Mais la question du contrat après, je pense qu'on a encore un peu de temps avant de se la poser. Ouais, je suis complètement d'accord. On sait à peu près ce qui va se passer. Ça va être, on active la 5e année et à la rigueur, on lui met de la concurrence autre qu'Andy Dalton. Ouais. Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est ça. Mais on va faire exactement, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec Ike Ekwonu, quoi. Parce qu'au final, il y a un petit parallèle entre notre quarterback et notre left tackle. Et donc voilà, et c'est exactement ce qu'on a fait avec Ike Ekwonu. Et là, c'est ce qu'il faudrait faire, ouais, je pense. Maintenant, est-ce qu'on va prendre de la concurrence à la free agency ou à la draft? Bah, ça, c'est une autre question. Ça va dépendre de où on se situe. D'ailleurs, Si on gagne le Super Bowl, à la rigueur, bon, on se posera pas la question, quoi. Ouais, voilà. Ça ira. Il y a une petite question. Et puis j'ai envie de te dire, si on gagne le Super Bowl, on peut prendre n'importe quelle décision. Moi, ça m'ira de toute façon. Ouais, c'est bon. De toute façon, je vais mourir d'un coma éthylique, donc laisse tomber. Hein. Du coup, je rebondis vite fait quand même sur cette question. On parlait de concurrence, on a eu une autre question. Qu'est-ce que vous pensez de la rumeur des Panthers intéressés par Kyler Murray? Alors là, si je puis me permettre, je vais attaquer. Allez, vas-y. Je me Thomas. mouille. Alors, je n'ai aucun problème contre les quarterbacks de plus petite taille. Mais, on a déjà dit qu'on avait un Bryce Young qui était en difficulté par moment et qui se faisait souvent type les passes par la ligne défensive. Et Pas cette semaine. Pas cette semaine. Il faut rendre à César ce qui est à César. Pas cette semaine. Mais est-ce que... Voilà, on a vu que c'était un peu des fois un problème récurrent. Moi, j'avoue que voilà, on a fait le truc avec Bryce. D'habitude, je suis plutôt partisan d'avoir des quarterbacks qui vont être, on va dire, dans la moyenne pour faire tourner une attaque. Je suis pas convaincu que la meilleure idée pour tenter autre chose que Bryce, ce soit un physique équivalent à Bryce. Dans le style de jeu, bon, il y a des différences. Voilà, chacun a sa façon de jouer, sa façon d'agir. Mais même en fait, Kyler Murray, je trouve qu'il est aussi très... c'est par moment. J'ai pas envie de dire qu'il y a une question d'envie et de timing, mais c'est un peu mon ressenti vis-à-vis de lui. J'ai l'impression qu'il y a des fois où ça va très très bien. Je trouve qu'il est très explosif. Et des moments où au contraire, on a l'impression qu'il est beaucoup plus dans le dur. Et je sais pas, ouais, personnellement pas convaincu de l'idée. Non, mais moi je sais même pas en fait. Enfin, quel est le je veux dire le poids derrière cette idée, quoi. Est-ce que c'est juste un insider qui s'est dit bah attends, Bryce Young il est en galère, Kyler Murray il va être cut, tiens dis donc, est-ce qu'on ferait pas le parallèle entre les deux? Le plan de jeu il serait pas le même par hasard? Ouais, tiens, c'est marrant. Mais du coup, en plus, il y a quelques semaines de ça, je disais que moi, le parallèle que je voyais de Bryce Young en termes de comparaison, c'était justement Kyler Murray. Donc je vois pas, si t'as pas réussi avec Bryce Young, je vois pas pourquoi ça marcherait mieux avec Kyler Murray, qui est plus vieux, qui est pas meilleur en soi. Moi, je le trouve pas forcément meilleur sur pas mal d'aspects. Donc non, je comprendrais pas trop qu'on fasse ça, et encore moins après un match à 450 yards de notre QB. Ouais, non, passe. J'aime pas Kyler Murray, donc et tous ceux qui me connaissent savent que j'aime pas Kyler Murray. Alors si c'est pour jouer à la Xbox, ouais, tu peux le recruter si tu veux, mais pas pour voilà, mais pas pour jouer au foot. Merci beaucoup. Exactement. Ensuite, alors, je suis désolé Alex du front office, on va encore reporter la question. C'est pas voilà, on reporte parce que là on est un peu chargé ce soir, on a eu pas mal de questions. On la garde, elle est très très bonne, mais voilà, faut qu'on prenne vraiment le temps de réfléchir à ta question. On a une question sinon de Baron Ours. À l'instar de Bryce Young, nos receveurs et tight ends ont été plus qu'au rendez-vous. A-t-on vu en deuxième mi-temps pour la première fois ce que pouvait vraiment être l'attaque de Canales? Ouais, c'est un petit peu, on en a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, donc je vais pas faire trop long, mais oui, c'est possible. Est-ce que c'est la première fois, en tout cas c'est la première fois que c'est aussi marquant, mais oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, et puis je vais en redire un petit peu plus avec les 49ers. J'aimerais bien peut-être un tout petit peu plus voir de tight end impliqué dans le jeu, mais enfin dans la réception. Pas que au bloc, mais non, on a plutôt bien répondu et j'espère, oui, on va dire j'espère. Exactement, on va voir.
Avec 5 joueurs à 4 réceptions ou plus et une course moins fructueuse depuis 2 matchs, doit-on continuer là-dessus? Et pourquoi pas enfin débloquer Bryce Young? C'est une question de Team. Alors je vais la prendre, celle-là, Guillaume, parce que du coup je vais faire le parallèle avec les 49ers. J'y vais parce que c'est un peu le point. Pourquoi je pensais que les 49ers, au niveau du timing, c'était une très bonne équipe à jouer maintenant. Parce que défensivement, c'est une équipe qui a des largesses contre la passe et qui est plutôt bonne contre la course. Et ben voilà, donc Bryce, écoute-moi bien. Tu as là l'équipe qui devrait te donner la scène pour pouvoir refaire de bonnes performances. On ne dit pas la même chose. Mais si j'avais à déterminer une manière de jouer qui peut fonctionner contre la défense des 49ers, qui a 44 blessés titulaires dans cette équipe, c'est de correctement passer le ballon, c'est de justement apporter de l'alternance qui perturbe un petit peu plus Robert Saleh dans ses appels de jeu. Robert Saleh, il aime appeler des jeux très agressifs. Donc si tu arrives à gagner des secondes, donc c'est là la ligne offensive doit être très très bonne et bien meilleure que dans ce match, parce que si tu gagnes des secondes, alors tu peux leur faire très mal derrière aux 49ers. Je rappelle qu'ils ont pris un paquet de points contre beaucoup d'équipes et notamment contre Jacoby Brissett. Donc je pense sincèrement et j'espère que Bryce Young pourra montrer qu'il est meilleur que Jacoby Brissett. Donc en gros, oui, à court terme, il va falloir qu'on continue à passer autant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'alternance. Parce que sinon, ça va être trop facile. Donc si tu joues pas bien à la course, c'est clair que de toute façon, ton passing game ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'il va falloir utiliser les running backs de différentes manières. Certainement, encore une fois, avec des feintes, avec des screens, avec des possibilités quand même de check down au cas où ça passe pas derrière, pour qu'ils aient un peu peur et qu'ils viennent couvrir un petit peu plus proche de la ligne de scrimmage, qui nous permettra de les poignarder derrière. Voilà pour les questions. Globalement, je vous propose du coup qu'on bascule sur le reste de la preview. Donc le prochain match du coup ce sera mardi prochain à 2h du matin. Ce sera un match à l'extérieur à San Francisco directement. Donc voilà, un match on va retrouver quand même notamment CMC. Franz, t'as pu en parler, Guillaume, des attentes en particulier sur ce match-là ou... Je pense que CMC va faire 2 milliards sur ce match. il va se faire tellement plaisir. Mais non, bah oui, d'un côté, ça va faire plaisir de le revoir, parce que ça reste un joueur qu'on a adoré regarder sous nos couleurs. Mais autant il y a des choses, comme le disait Franz, à faire pour l'attaque. Par contre, la défense va falloir être présent parce que c'est quand même une attaque qui carbure. Hein. Tu parlais de Jacoby Brissett qui a marqué plein de points. Ils en ont mis 42, 44, je sais plus, contre. Ouais. Donc voilà, 40, c'est quand même une attaque qui est capable de marquer plus de 40 points et qui a cette victoire. Donc ça reste une très grosse équipe. Et alors pour le coup, si moi je transitionne tout doucement et j'élargis un tout petit peu le scope sur ce qui nous reste jusqu'à la fin de saison, ça fait partie, donc il reste 6 matchs, il y a les Saints à la Nouvelle-Orléans, et il y a 5 matchs contre des équipes avec qui on va être à la lutte pour la qualif, donc c'est des matchs où tu as ton destin entre les mains, et voilà, tu veux prouver que tu es une équipe qui peut aller jouer les playoffs dès cette année. Bah écoute, vas-y, c'est maintenant, t'as 6 semaines pour le prouver. Premier test en Monday Night Football la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne, mais chaque match, là, tous les dimanches, ça va être une occasion de renforcer la probabilité et la capacité d'aller en playoff. Pour ceux qui aiment le basket, là, c'est les play-in pour nous. Donc, c'est les playoffs avant l'heure. Là, on démarre nos playoffs. Et... chaque match va compter puisque les Niners sont également
dans la bagarre pour la qualification. Les Rams aussi. Et les Seahawks vont certainement gagner leur division. Et puis après, on joue Tampa Bay 2 fois. Et donc forcément, ce sera pour gagner la nôtre. Et donc là, on démarre nos playoffs. Donc chaque match va compter fort. Et surtout, statistiquement, c'est le 3e pire schedule de la fin de saison en NFL. Les Buccaneers ont le 2e meilleur schedule jusqu'à la fin de saison. Alors évidemment, ils nous rencontrent 2 fois, donc ça, comme on a de toute façon une réputation d'équipe de très 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 bas de tableau apparemment, parce que ça paraît évident de battre les Panthers quand tu écoutes certains spécialistes, et notamment avec lesquels je suis très copain. Donc nous, nos playoffs démarrent maintenant et Bryce démarre son contrat, la validation de son contrat, au moins de sa 5e année, mais de son contrat maintenant. S'il prouve qu'il peut regarder, on ne dit pas gagner avec 450 yards encore une fois, mais il peut regarder droit dans les yeux les défenses de 49ers, des Rams et des Seahawks et des Bucks, sans, avec l'air de rien sur les 6 prochains matchs, je sais pas moi, quelque chose comme 2 turnovers seulement, et 1,5 touchdown à la passe en moyenne par match, et ben là, on pourra se dire, on a peut-être un quarterback qui est acceptable pour notre avenir. Et bien voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Franz et Guillaume, de m'avoir accompagné une fois de plus pour ce 88e épisode. Et merci à Un toi. plaisir. J'ai l'impression d'avoir oublié 50 choses que je voulais dire, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On les ajoutera De toute façon, dans le Director Scott. On fera ouais. l'édition longue. On fera une scène post-générique C'est pas un de problème, je parle France. déjà beaucoup trop. En tout cas, ouais, grand plaisir. Merci Thomas. Et écoutez, encore une fois, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer ce match contre les 49ers. Allez, ciao ciao. Allez. Keep pounding.